le webinaire va se dérouler de la manière suivante. Donc d'abord, nous aurons une phase de présentation de l'IDRIM, du GNCDS et des enjeux qui ont conduit à la genèse de ce guide des enjeux sur le bruit routier. Puis ensuite, nous aurons une présentation du contenu du guide en lien avec les différents chapitres que vous pouvez trouver dans le guide. À noter que ces chapitres d'ailleurs ne sont pas présentés dans l'ordre, ils peuvent être pris indépendamment les uns des autres pour approfondir certains thèmes. Donc, pour supporter le dernier point du webinaire, donc on va d'abord partir des phénomènes et solutions, la réglementation, les outils, et puis également un retour d'expérience des maîtres d'ouvrage. Et pour supporter ce dernier point, nous aurons le plaisir d'avoir le témoignage, je l'espère, de M. Guillaume Gardet, qui a quelques difficultés de connexion. J'espère qu'il aura réussi à nous rejoindre d'ici là. Parfait. Dans ce cas-là, je vais maintenant passer la parole pour la première séquence de présentation à Jean Dubois. Merci Bertrand. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Jean Dubois, je suis responsable des affaires techniques de l'IDRIM. Donc, avant tout, un grand merci à l'ensemble des participants qui sont venus en nombre pour assister à ce webinaire. Et aussi un grand merci aux différents intervenants, membres du sous-groupe bruit du GNCDS, à qui je vais laisser la parole après une brève introduction pour vous présenter rapidement l'IDRIM. Donc, l'IDRIM, l'Institut des routes, des rues et des infrastructures pour la mobilité, c'est une association loi de 1901 qui a été créée il y a une quinzaine d'années avec comme mission première de fédérer les différents acteurs des infrastructures de mobilité, en particulier de la route. Association qui est présidée par Claude Riboulet, président du conseil départemental de la Lune. Donc là, à l'écran, vous avez un aperçu des différents acteurs publics et privés qui concourent aux différents travaux de l'IDRIM et qui sont répartis en 5 collèges, donc les donneurs d'ordre, les entreprises et fournisseurs, l'ingénierie publique et privée, les associations partenariales et les organismes de recherche et formation, avec un certain nombre d'adhérents individuels en plus. Donc sur la slide suivante, en fait, en plus de fédérer les acteurs du secteur, l'IDRIM a pour mission de produire des documents de référence, de contribuer à l'amélioration des compétences et puis de faire rayonner le savoir français à l'étranger. Et ça, pour mener à bien ces 4 missions, les travaux de l'IDRIM s'articulent autour de 4 principaux axes de travail. Donc la gestion du patrimoine des infrastructures, l'adaptation des infrastructures aux transitions, la qualité, les compétences, la qualification, et puis la promotion de l'innovation. Et donc, les différents acteurs vus précédemment concourent notamment aux travaux de rédaction de documents de référence au sein d'une dizaine de comités thématiques, dont le comité opérationnel gestion de patrimoine d'infrastructure, qui est présidé par Didier Jean du CEREMA. Et donc, ce comité opérationnel a pour mission d'animer les réflexions sur les sujets de structure, de dimensionnement des infrastructures linéaires, et donc d'en élaborer des documents méthodologiques ou techniques, et a pour dernière mission de coordonner un certain nombre de groupes d'échanges et de productions nationaux, dont le GNCDS, donc le groupe national de caractéristiques de surface. Ce GNCDS, c'est l'instance nationale de concertation et de production sur le domaine des caractéristiques de surface des chaussées. Il est piloté par Olivier Amery du ministère, et donc ce GNCDS est en charge de définir les liens entre les niveaux de service exigences, les paramètres à prendre en compte, etc., et d'élaborer des documents de doctrine technique, dont vous pouvez en voir un certain nombre à l'écran. Et donc, ce GNCDS groupe plénier est lui-même composé de 3 sous-groupes, le sous-groupe Unis de chaussée, le sous-groupe Adhérence et le sous-groupe Bruit de roulement qui vous présente aujourd'hui les travaux. Bonjour à tous, donc Fabienne Anfosolédé, moi je suis chercheuse acousticienne à l'université Gustave Eiffel et co-animatrice avec Bertrand Poutot, que vous connaissez, qui s'est présenté tout à l'heure, de ce sous-groupe bruit du GNCDS. Donc ce sous-groupe regroupe une quinzaine de membres dont vous en verrez la plupart qui vous feront des présentations aujourd'hui. Donc ce sont des membres issus d'entreprises de construction routière, des maîtres d'ouvrage, des maîtres d'œuvre, des organismes de recherche ou d'expertise. On se fait à peu près 2 à 4 réunions par an selon les sujets et on peut noter les travaux marquants que l'on a pu faire ces dernières années. Donc c'est la sortie du guide du bruit de roulement qui nous regroupe aujourd'hui.
Nous avons aussi des actions d'appui au développement de méthodes de mesure du bruit de roulement. Nous avons soutenu l'acquisition d'une remorque de référence en France, qui est au CEREMA Strasbourg, et nous avons organisé et analysé des essais de comparaison interlaboratoire pour essayer de faire évoluer ces méthodes. En même temps, nous suivons les travaux de normalisation à l'échelle nationale, mais aussi internationale. Et nous assurons évidemment une veille scientifique et technique sur les sujets du bruit de roulement. Donc, je vais enchaîner tout de suite en vous présentant des éléments de contexte du guide que nous avons rédigé collectivement. Donc, c'est moi qui vais continuer cette présentation. Quelques mots d'enjeu pour être bien imprégné de l'importance de ce phénomène. Donc, le bruit routier, c'est la principale source d'exposition au bruit environnemental. Comme le montre ce graphique qui est issu de l'application de la directive européenne sur le bruit, on voit tout de suite que ce soit en zone urbaine ou hors zone urbaine, la route est le principal facteur d'exposition des gens au bruit. Que ce soit de jour, c'est les barres rouges, ou de nuit, ce sont les barres bleues. Vous pouvez voir, et vous voyez que la route est quand même un facteur d'exposition, surtout en zone urbaine, qui est particulièrement prépondérant par rapport aux autres sources de bruit des transports ou aux sources de bruit industriels. Quelques chiffres parce que le bruit routier a un impact sur la santé sur lequel on doit se préoccuper. C'est la 2e nuisance d'environnement après la pollution de l'air qui affecte la santé. En Europe, on a recensé, l'OMS a fait plusieurs enquêtes et a montré qu'il y avait à peu près 20% de la population urbaine qui était soumise à des niveaux sonores de bruit qui étaient néfastes pour la santé, que ça représente au moins 1,6 années de bonne santé qui sont perdues tous les ans à cause du bruit de la circulation. Et en France, il y a on a estimé à plus de 7 millions de personnes les gens exposés à des niveaux de bruit routier qui sont jugés dangereux, c'est-à-dire qui dépassent un seuil de 65 dB le jour ou de 55 la nuit. L'OMS du coup a fait des recommandations très fortes pour qu'on évite les effets néfastes du bruit sur la santé, avec des niveaux à ne pas dépasser de jour ou de nuit, et a préconisé pour cela de réduire le bruit à la source et lors de sa propagation. Le bruit, c'est aussi un facteur de gêne et c'est ça qui doit nous préoccuper. On s'aperçoit que les relations que l'on a entre l'exposition au niveau sonore et puis le nombre de gens qui se déclarent fortement gênés, a augmenté au cours de ces dernières années. Vous voyez, c'est basé sur des études à travers le monde, et les anciennes courbes, c'était le fuseau un peu rose, rouge que vous voyez ici, et qui finalement récemment a été revu, et on s'est observé qu'il y avait beaucoup plus de gens qui se déclaraient très gênés par des bruits d'intensité similaire. Donc ça, c'est issu d'une collection de données à l'échelle mondiale. Donc c'est assez préoccupant, c'est ce facteur de gêne. Alors gêne et santé, c'est pas tout à fait la même chose, mais vous voyez qu'on va dans les 2 cas dans un sens qui n'est pas tout à fait favorable. En plus, il faut quand même noter que le bruit routier, ça a un impact économique. En France, il y a eu une étude qui a été faite en 2021, qui a été reproduite d'ailleurs en 2021, parce qu'elle avait déjà été faite avant, et qui a montré que le coût social du bruit sur la santé, c'était environ 147 milliards d'euros par an, et dont presque 98 milliards d'euros qui étaient dus au transport, donc la plus grosse partie. Et dans ce bruit dû au transport, là encore, on retrouve la large prépondérance du bruit routier, donc 54%, donc à peu près 80 milliards d'euros par an que coûte le bruit dû à la route sur le coût social. En France, on peut noter aussi qu'on a une dépense de lutte contre le bruit et les vibrations d'environ 2 milliards d'euros par an. Donc, c'est des chiffres qui sont quand même fortement importants. Alors, il y a des solutions, des revêtements routiers qui sont un des leviers pour réduire ce bruit routier. Ce n'est pas le seul, mais c'en est un. Et il y a eu de nombreuses recherches et développements qui ont été conduits depuis une vingtaine d'années, qui ont abouti, et même plus, qui ont abouti à une gamme de produits routiers à émissions réduites. Donc, vous les connaissez sans doute, il y en a un certain nombre. Et
Mais on a constaté, notamment lors d'une enquête qu'on a réalisée au sein du GNCDS il y a quelques années, que ces revêtements étaient très faiblement utilisés. Donc, on se demande pourquoi. On a mené une enquête en 2014 auprès de 90 mètres d'ouvrages routiers, autoroutiers et des services techniques des collectivités pour leur demander mais pourquoi, comment ça se fait que vous n'utilisez pas? Et donc la première réponse qui a été largement citée, c'est que les gens manquaient d'informations sur les revêtements à faible émission et sur leurs performances, donc ils n'étaient pas assez conscients des intérêts que ça pouvait porter. La deuxième réponse, c'était qu'il y avait un manque de confiance sur la durabilité de ces revêtements. La troisième réponse, en statistique, c'était que ces revêtements représentaient un coût supplémentaire. Empêcher un petit peu d'avoir des marchés à performance avec des revêtements à performance de réduction de bruit. Et puis, quatrième raison, c'était l'absence d'un cadre réglementaire et normatif sur la question. Alors, les résultats de cette enquête sont publiés sous forme d'un guide que vous pouvez retrouver sur le site de l'IDRIM si ça vous intéresse. Et donc, toutes ces remarques et ce manque d'informations et puis le manque de précision sur les performances et sur les coûts nous a donné l'idée d'écrire ce guide qui fait le point sur l'état de l'art de ces techniques, sur les aspects réglementaires, sur les aspects techniques. Et donc, ce guide de bruit de roulement, on l'a rédigé et on l'a publié en 2020. C'est un guide, donc il y a un guide assez complet de 116 pages que vous pourrez trouver sur le site de l'IDRIM aussi. Et on l'a accompagné, puisque 116 pages, des fois, ça peut rebuter les gens. On l'a accompagné d'un court résumé de 16 pages qui est disponible également en anglais d'ailleurs. Le guide complet s'organise en 7 chapitres, donc vous voyez un petit peu les objets ici. Et on va s'attacher à vous le présenter là, au cours de ce temps que nous aurons en commun. Donc, je ne vais pas les passer en revue, mais voilà, un des premiers chapitres, c'est celui qui va rappeler les phénomènes et les solutions. Donc, je passe la parole. Merci Fabienne. Donc on est toujours sur le timing. On va effectivement aborder 2 chapitres, phénomènes et solutions. Et pour cela, je vais laisser la parole à Benoît Bouvray et Simon Platel. Merci Bertrand. Donc effectivement, phénomènes et solutions, ou formulé autrement, origine du bruit routier et revêtement de chaussées adaptés. Alors, vos serviteurs pour cette partie-là vont se présenter. Donc, je commence. Benoît Bouvray, Colas. Je travaille au centre de recherche et nous disposons de moyens de mesure du bruit routier que nous mettons au service de notre filière technique. Et Simon Platel, donc Eiffage Route. Moi, je suis responsable technique en région Île-de-France. Donc, ma fonction va m'amener à formuler et retenir des revêtements phoniques adaptés à chaque cadre de chantier, à suivre leur mise en œuvre et puis à suivre dans le temps leur durabilité. Donc, vous retrouverez donc les 2 thématiques que nous allons aborder donc, dans le guide, dans les chapitres 1 et dans le chapitre 5. Ce que vous voyez à l'écran, donc les différentes capsules, représentent finalement les différentes sous-parties que vous retrouverez dans ces 2 chapitres. Alors, Simon et moi-même allons uniquement faire quelques focus et nous vous invitons à consulter le guide pour approfondir un sujet. Alors, le premier focus que je vais vous faire concerne donc les sources du bruit routier qui d'abord sont fonction du type de motorisation et qui sont ensuite illustrés sur les 2 graphiques que vous avez à l'écran. Alors, ces graphiques, ils vous donnent une idée du niveau de bruit pour chaque source de bruit en fonction de la vitesse d'avancement des véhicules. Donc pour la partie thermique, donc le graphique du haut, on retrouve l'échappement, les bruits mécaniques, le moteur et les différents régimes, et le contact pneu-chaussée. Pour la partie électrique, on retrouve sensiblement les mêmes sources de bruit, mais on n'a pas l'échappement et on a l'ajout d'un nouveau bruit qui est un son fictif de sécurité, qu'on appelle l'AVAS, et qui se coupe aux alentours de 30 km/h. Donc, s'il y a 2 choses à retenir par rapport à ça, c'est d'abord le contact pneu-chaussée, ou aussi appelé bruit de roulement, qui, peu importe le type de motorisation, il devient prépondérant à partir d'une certaine vitesse. C'est encore plus le cas pour la partie électrique.
Et deuxième point, vous noterez qu'il n'y a pas de bruit aérodynamique de noter sur ces illustrations, car c'est un bruit qui est totalement négligeable par rapport aux autres sources, et donc il n'est pas pris en compte dans le bruit routier, quelle que soit la vitesse d'avancement des véhicules. Alors, un deuxième focus, si on zoome sur ce bruit prépondérant, donc ce bruit de roulement ou ce contact pneumatique chaussée, on se rend compte qu'on a un certain nombre de phénomènes qui contribuent à ce bruit. Vous les avez à l'écran, ils sont de différentes natures. On a d'abord des phénomènes de type vibratoire, donc vibration des flancs, vibration de la bande de roulement du pneumatique, qui est due au contact avec la texture de la chaussée. Également des bruits de choc ou martèlement de la gomme sur cette chaussée. Et enfin, des phénomènes de déformation, frottement ou crissement de cette gomme. Ensuite, on a des phénomènes de résonance d'air, donc de l'air qui vient être piégé entre la sculpture du pneumatique et la texture du revêtement. Et on voit apparaître des phénomènes de compression, détente et même de résonance de cet air, donc qui vient contribuer à la génération de ce bruit de roulement. Et enfin, on a un phénomène d'amplification, aussi appelé effet dièdre, qui résulte finalement des différentes réflexions du son entre la surface du pneumatique et la surface du revêtement de chaussée. Donc effectivement, après la connaissance de ces phénomènes qui génèrent du bruit va nous permettre de formuler des revêtements phoniques. Et puis pour ces revêtements, on va principalement s'intéresser à deux caractéristiques. La première, c'est la texture, et la deuxième, c'est la teneur en vide communicant. Donc pour la première caractéristique, la texture, on va retenir généralement des revêtements qui ont une dimension de granulats faible, donc des petits granulats, 4 à 8 mm idéalement. Et cette petite taille de granulats, ce qu'elle va permettre, c'est de réduire les bruits de choc dont Benoît vient de parler et les phénomènes vibratoires dans les pneumatiques qui génèrent du bruit. Deuxième chose qu'on va faire, on va retenir des revêtements qui ont une texture qu'on qualifie de négative. Alors, texture positive, une texture négative. Donc, un revêtement à texture négative, c'est un revêtement qui a une surface relativement plate et puis qui présente des petits creux entre les principaux granulats. Au contraire, un revêtement à texture positive, c'est un revêtement donc, qui a une surface qui n'est pas plate avec des granulats saillants. Donc, l'exemple typique des revêtements en texture positive, c'est des enduits superficiels d'usure pour lesquels on vient coller des gravillons sur un support par l'intermédiaire d'une couche de liant. Donc, ça, c'est très émissif en termes de bruit. Et puis, par contre, d'une manière générale, les enrobés bitumineux ont une texture qui est négative et qu'on va pouvoir encore améliorer par le compactage au moyen de compacteurs lisses. Alors, cette texture négative, ce qu'elle va permettre, c'est de, encore une fois, réduire les phénomènes vibratoires et puis elle va aussi participer à la réduction du phénomène d'air pumping, pompage d'air, dont on vient de parler. Et puis enfin, au niveau de la texture, on va s'attacher à avoir une texture de surface homogène parce qu'une surface hétérogène va générer des vibrations. Alors ça, ce sera lié à la formulation, mais aussi et surtout à la partie mise en œuvre sur chantier. Donc, deuxième caractéristique, c'est la teneur en vide. Et là, on parle des vides communicants dans la formule, donc les vides qui communiquent entre eux et avec la surface. Alors, de manière très générale, on va également rechercher des formules qui ont une teneur en vide communicant élevée. Cette teneur en vide, elle va réduire le phénomène de pompage d'air en dispersant l'air dans les vides du revêtement. Et puis, elle va aussi réduire l'effet dièdre, le fameux effet d'amplification. Autre avantage de cette porosité élevée, c'est qu'elle va participer à l'absorption acoustique de l'onde sonore qui se propage de la source, donc qui véhicule sur la chaussée, jusqu'au bord de la chaussée où on va entendre le bruit. Alors, cette teneur en vide communicant élevée, elle est obtenue essentiellement par la formulation. On retient souvent des formules qu'on qualifie de discontinues, plutôt que d'utiliser les 3 coupures granulométriques courantes qu'on a dans la plupart des enrobés. On va faire une courbe discontinue en supprimant une de ces coupures. Et puis enfin, ce qu'on va pouvoir faire, c'est pour encore améliorer l'effet de cette teneur vide communicant, c'est jouer sur la dimension et sur la forme des vides. Alors c'est ce qu'on appelle la tortuosité. Alors ça va être lié à la fois à la formulation en termes de coupure granulométrique, mais aussi à la forme des granulats qu'on va retenir pour ces différents revêtements. Un granulat, ça peut être plus ou moins plat, plus ou moins cubique, c'est mesuré en laboratoire par un essai qui s'appelle l'aplatissement. Et le choix de ces granulats va avoir une incidence sur la tortuosité et puis donc sur la réduction du bruit de roulement.
Voilà. Donc finalement, c'est à la fois la connaissance des phénomènes, l'étude des caractéristiques de surface, les mesures de bruit, alors qui sont synthétisées dans une base bruit de roulement dont on va parler dans les présentations après, et puis surtout un peu les échanges d'expériences qu'on a au sein de ce groupe de travail, donc qui est constitué de maîtres d'ouvrage, d'entreprises et de laboratoires, qui nous ont permis de dresser un tableau qui présente une comparaison des différents revêtements en termes d'efficacité pour réduire le bruit de roulement. Alors le tableau, je ne le détaille pas aujourd'hui, mais vous pouvez le retrouver donc dans le chapitre 5 du guide bruit de roulement. Parfait. Alors, avant de passer au module suivant, on est parfaitement en ligne avec le timing, donc on peut s'octroyer comme prévu une ou deux questions. Je ne sais pas s'il y a eu des questions de formuler dans le chat. Il y a quelques questions qui sont arrivées dans le chat. On répond là. À l'oral, Bertrand, ou tu veux qu'on réponde dans le chat? Oui, on peut s'octroyer, on a encore 3 minutes pour les prendre et puis y répondre, donc vas-y. Voilà. Il y avait une question concernant les matériaux qui composent, les recommandations sur les matériaux qui composent les enrobés phoniques. Alors, sans tout détailler, on peut quand même dire, et ça, ce sera abordé après, que c'est des matériaux qui vont présenter une fragilité relative par rapport à une formule classique, type BBG qu'on utilise couramment. Donc, effectivement, on va être amené à utiliser souvent des liants plus performants pour compenser un peu le mastic moindre qu'on a dans ces formules, donc notamment des liants modifiés. Il y a une question sur l'épaisseur, la mieux adaptée. Alors, c'est des sujets de discussion au sein du groupe de travail. Alors, il y a certains essais en laboratoire qui montrent qu'on a une influence de l'épaisseur sur la fréquence qui est absorbée par les revêtements. Alors, c'est pas systématique, donc il n'y a pas d'épaisseur. L'épaisseur va souvent être liée en plus au type de formulation. On peut avoir des formules de phonique qui sont des BBTM 0,6 classe 2. On peut avoir des SMA. Donc, ça va souvent plutôt être lié au type de formule qu'on va retenir. Alors, je crois que Benoît, je ne sais pas si tu veux prendre la parole après sur la génération par rapport à la pluie, génération du bruit notamment par rapport à la pluie. Oui, je pense que ça, effectivement, ça joue sur la génération de bruit. Après, on n'est pas capable, en tout cas sur les méthodes qui seront présentées juste après, de mesurer ce bruit, en tout cas sous la pluie, puisqu'on utilise des micros qui vont être finalement impactés par le bruit des gouttes sur le revêtement. Donc oui, c'est un impact et on ne le mesure pas forcément. On a vu qu'il y avait certaines questions qui portaient sur la performance de ces revêtements. Donc, on va embrayer sur la suite. En tout cas, merci pour votre présentation très claire, Benoît et Simon. Donc, on va aborder maintenant la partie réglementation et outils. Et pour cela, je vais passer la parole à Carlos Ribeiro et à David Écotière. Oui, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez, Carlos Ribeiro? On t'entend bien, oui. C'est parfait. Donc, moi, je travaille à Bruit Paris, qui est l'Observatoire du bruit en Île-de-France. Et je vais vous présenter, on s'est partagé la présentation avec David, donc je laisserai ensuite David se présenter. Sur la partie réglementation et outils, moi, je vais plutôt aborder la partie réglementation relative au bruit routier. Donc, il y a deux gros textes, en fait, une première loi qui est sortie en 92, donc ça date déjà, mais c'était une loi très complète. C'était la première loi assez complète sur la problématique du bruit, notamment du bruit routier. On prenait en compte l'impact que pouvait avoir une infrastructure routière sur l'exposition au bruit des riverains. Et puis ensuite, 10 ans après, il y a eu au niveau européen une directive qui est sortie et qui demandait à tous les États membres de produire des cartes de bruit, notamment routières, qui permettaient d'avoir une vision à grande échelle du bruit routier et aussi des zones où il pouvait y avoir une exposition importante des riverains. Voilà. Je ne rentre pas dans le détail de tous les articles, je vous donne les principaux axes. Donc voilà, donc sur cette première loi bruit de 92, donc, on s'intéressait à l'exposition au bruit des riverains. Et donc, une des nouveautés, c'était lorsqu'on construit une nouvelle infrastructure routière, de faire attention que ça n'engendre pas trop de bruit, pas plus de bruit sur les habitations. Et donc, la réglementation prévoit de faire une étude d'impact de manière à vérifier qu'on n'est pas au-delà de 2 décibels d'augmentation du bruit routier. Et dans ce cas-là, si on est dans ce cas de figure où on augmente de plus de 2 décibels,
prendre en compte naturellement que les maîtres d'ouvrage mettent en place des protections, écran anti-bruit ou traitement de façade de manière à réduire le bruit. Et l'utilisation de revêtements de chaussée dits peu bruyants peut être considérée comme un complément aux moyens de protection visuelle que je viens de citer. Voilà. Vous avez les articles qui sont cités ici, je ne vais pas les mentionner un par un, mais vous les retrouvez tous intégralement dans le guide. Voilà, il y a un deuxième volet, donc voilà, c'est le volet aussi où on construit de nouveaux bâtiments proches d'une infrastructure routière qui fait du bruit. Donc la loi prévoit aussi qu'il y ait un classement sonore des grosses infrastructures de l'État, gérées par l'État. Et donc à partir de ce classement sonore, on va prévoir, si on construit un nouveau bâtiment, une isolation de façade qui soit adaptée en fonction du classement sonore. Plus il est important, plus il faudra une isolation de façade qui soit efficace. Introduit aussi dans cette loi la notion de point noir de bruit. Vous avez sûrement dû en entendre parler, ça concerne la route et le fer au niveau du réseau national. Voilà, donc sur le point noir de bruit, donc ça concerne des niveaux sonores à respecter par rapport au bruit routier. On parle d'un point noir de bruit routier lorsqu'on va dépasser en valeur limite diurne 78 décibels et en valeur nocturne 65 dBA. Et puis, on va prendre en compte le caractère d'intériorité, c'est-à-dire si le bâtiment a été construit avant ou après l'infrastructure. Voilà, donc ça, c'était la partie au niveau national. Ensuite, il y a eu donc une directive qui est sortie en 2002 qui a demandé à ce qu'on puisse produire de manière obligatoire aux 27 États membres des cartes de bruit, donc d'infrastructures routières, ferroviaires, bruit aérien et bruit industriel. Alors, ça concernait les grosses infrastructures du transport routier. Donc, au niveau national, en France, tous les axes sont supérieurs à 3 millions de véhicules par an. Donc là, il fallait faire une carte de bruit autour de ces axes pour voir s'il y avait des populations qui étaient impactées. Et puis aussi, dans les grandes agglomérations où il y a plus de 100 000 habitants, là, par contre, c'est l'intégralité des routes qui devaient être cartographiées. Vous avez ici, juste en dessous, l'exemple de l'agglomération parisienne, voilà, avec une carte de bruit routier. Et le but, ce n'était pas juste d'avoir des cartes, c'était aussi de pouvoir regarder les secteurs où il y avait un impact, une grosse exposition au bruit des riverains. Et donc, ces cartes-là, on les appelle les cartes de bruit stratégiques. Et donc, c'est à faire tous les 5 ans, mise à jour tous les 5 ans. Et puis, une année après, faire un plan de prévention du bruit dans l'environnement, ce qui permet de regarder où il y a des zones très affectées par le bruit avec de la population et de prévoir des actions, de proposer des actions de manière à réduire le niveau sonore sur ces secteurs. Voilà, donc ça, je l'ai précisé, tous les 5 ans, on va avoir des cartes de bruit qui vont être générées. Donc, au niveau des agglomérations, donc surtout les agglomérations de 100 000 habitants sur toutes les routes, et puis au niveau national, sur toutes les grandes infrastructures de transport terrestre. Et puis, une année après, un plan de prévention du bruit dans l'environnement qui est mis à jour régulièrement. Donc ça, tous les 5 ans. Là, maintenant, j'aborde le chapitre 3. On va le présenter à deux avec David Escotière, donc du CEREMA, qui se présentera juste après. Donc là, le chapitre 3 concerne les revêtements de chaussée dans les modèles de calcul réglementaires pour la prévention du bruit routier. Tout à l'heure, je vous parlais d'études d'impact. Donc, lorsqu'on a un projet de construire une nouvelle infrastructure routière, effectivement, il nous faut des modèles de bruit de manière à pouvoir regarder quel est l'impact de cette construction-là. Pour faire les cartes de bruit stratégiques que je vous ai présentées tout à l'heure, il faut aussi des modèles. Donc voilà, donc on vous présente dans ce chapitre 3 les principaux modèles de calcul. Donc, les modèles de calcul viennent modéliser 2 sources principales. Après, il y a des petits détails après à l'intérieur de chaque source, mais c'est principalement le bruit de contact pneumatique chaussée qui est modélisé, et puis ensuite le bruit de propulsion produit par la chaîne cinématique du véhicule, c'est-à-dire le moteur, les transmissions, etc. Donc, il y a des méthodes de mesure qui existent depuis pas mal de temps. Donc, en France, là, j'ai mis l'MPB 2008 qui a été beaucoup utilisée, notamment pour les premières cartes de bruit stratégiques. Avant, il y a eu même NPB 96. Et puis, depuis, il y a une méthode qu'on appelle Knossos, qui est une méthode européenne qui a été harmonisée, puisque dans le cadre de la production des cartes de bruit stratégiques au niveau européen, chaque pays avait la liberté de pouvoir utiliser son propre modèle réglementaire. Et puis, lorsqu'on comparait les cartes au niveau européen, il pouvait y avoir des différences liées au modèle. Donc, la Commission européenne a demandé à ce qu'on utilise uniquement, à partir de 2009, cette méthode Knossos, qui veut dire Common Noise Assessment Methods in Europe. Voilà. J'en ai fini pour ma partie.
fait assez vite. Maintenant, je vais passer la parole à David Cottière du CERAMA qui va se présenter et poursuivre la présentation. Merci. Bonjour, donc je suis David Cottière, donc chercheur directeur adjoint de l'unité mixte de recherche en acoustique environnementale. Donc, je suis au CEREMA à Strasbourg, donc c'est une unité entre le CEREMA et l'université Gustave Eiffel. Donc pour poursuivre, en fait, ici sont indiqués en fait les principaux paramètres d'influence donc du bruit au niveau d'un riverain. Donc il y a des paramètres qui vont influencer l'émission et d'autres qui vont influencer la propagation. Donc pour l'émission, donc ça va dépendre du nombre de véhicules, du type de véhicule, de la vitesse, la durée, la déclivité de la route, la température de l'air et le type de revêtement de chaussée. Donc je vous informe également de la mise en ligne en fait récente là, depuis plusieurs mois d'une application que tout un chacun peut utiliser, qui est en libre accès là, sur Internet, donc sur ce lien, où vous pouvez jouer au fait avec les différents paramètres d'influence et vous verrez en fait le gain à l'émission qui peut être attendu en fonction des différents paramètres d'émission. Et donc pour la propagation, alors ce qui va se traduire sur l'émission ne va pas forcément directement se traduire au récepteur s'il y a des éléments dans la propagation qui changent. Donc, par exemple, le relief, le bâtiment, des obstacles comme les écrans ou autres. Donc, c'est l'application Motor dont j'ai parlé. Donc là, maintenant, je vais vous parler des méthodes de mesure du bruit de roulement. Donc, on va se focaliser ici que sur l'émission sonore, hein, donc au niveau du bruit de contact pneumatique chaussée. Alors, pourquoi faire des méthodes, enfin, pourquoi mesurer en fait ce bruit-là? Donc, c'est déjà pour le caractériser dans les modèles. Mais ça peut être déjà pour, quand on a un nouveau revêtement, on veut savoir connaître ses performances un peu dans différentes situations. Donc c'est le premier cas, on va tester en fait ce revêtement à différentes vitesses par exemple et avoir une loi de comportement. La deuxième bonne raison, ça peut être on a un revêtement neuf et on veut faire des mesures avant-après par exemple ou vérifier si ça correspond à un cahier des charges ou pas. On va faire dans ce cas-là plusieurs passages en fait à une vitesse de référence. On va ramener en fait nos mesures proches, mesurées proches de cette vitesse à une vitesse de référence qui va dépendre en fait du type de véhicule. Et le dernier, ça peut être de faire des mesures à grand rendement, donc voir sur des planches, bon, ça peut être sur des dizaines de kilomètres, hein, voir comment se comporte la chaussée à différents endroits en fait de l'itinéraire. Alors, là, on va voir deux grandes familles en fait, de mesures. Donc, la première, qui est historiquement aussi la première, finalement, qui a été développée, ce qu'on appelle les mesures au passage. Là, le principe, c'est d'être fixe en fait, en bord de voirie et de prendre en mesure en fait, les véhicules du flot ou un véhicule propre. Donc, on se met à une certaine distance, donc c'est normalisé, tout ça, donc à 7,50 m, 1,20 m de distance. Et on va mesurer différents types de véhicules et en fait faire des lois de comportement donc, entre le niveau maximum au passage et les vitesses. Et ça pour les VL, DPL ou d'autres types de véhicules. Et on en tire comme ça après un niveau sonore qui peut être celui du revêtement testé à la vitesse de référence. Alors, l'intérêt en fait de ces mesures VI, donc pour véhicules isolés, c'est on a un nombre important de mesures par le passé, parce que c'est, comme je le disais, c'était la méthode historique. Donc, dans la base de données existante, dont on parlera après, c'est majoritairement ce type de mesures qu'on voit apparaître. Et c'est ceux, par exemple, qui ont été utilisés pour les classifications R1, R2, R3, donc on retrouve dans la réglementation française pour la méthode NMPB 2008, par exemple. Donc, l'intérêt aussi, c'est qu'on a une représentativité moyenne du bruit de roulement, donc en fonction du parc automobile. Donc, ça intègre finalement aussi les propriétés du parc français et de la gamme des pneumatiques utilisées justement à un instant T. Donc, c'est le bruit de contact pneu chaussée, mais qui intègre aussi les propriétés finalement du parc automobile. Et on a des lois d'émissions sonores pour différentes catégories de véhicules. Alors, les limites un peu de ce type de mesure, c'est une forte contrainte de site, parce qu'il ne faut pas d'obstacles proches, il faut un profil en travers bien rectiligne. En tous les cas, il y a certaines contraintes de mesure. Il faut un trafic fluide, mais pas trop intense, pour que les véhicules soient bien isolés les uns des autres. Et ensuite, comme on reste fixe avec notre microphone, on fait une mesure qui est représentative surtout de la planche que je vois
en fait, dans mon angle de mesure. Hein. Donc, 100 mètres plus loin, est-ce que c'est pareil ou pas? Là, on ne peut pas trop en dire, en fait. Donc, on essaie de choisir une planche représentative. Alors, la deuxième type de méthode, alors c'est la même mise en œuvre, sauf qu'ici, on ne va pas utiliser les véhicules du flot. Ça va être un véhicule enfin, à soi. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça la VM, véhicule maîtrisé. C'est toujours le même véhicule, mais qu'on va faire passer comme ça de multiples fois à différentes vitesses, par exemple. Et c'est donc mesure d'un véhicule d'essai conduit dans des conditions bien définies. On peut choisir la vitesse ici, le pneumatique, on peut faire différents essais puisque c'est notre véhicule. Ensuite, on a une bonne répétabilité en fait. Par contre, évidemment, comme c'est un seul véhicule, c'est le sien, on n'a pas d'idée en fait sur la représentativité, on va dire, du parc total français, enfin, ou du pays. Alors, on a une contrainte de fermeture aussi de la route au trafic. Et alors, c'est moins appliqué cette méthode, sauf pour des besoins de recherche quand on veut regarder l'influence de différents paramètres. Pareil. Alors, la troisième type de méthode, qui est la plus récente historiquement, donc c'est la méthode CPX, qui veut dire donc méthode de proximité, de close proximity method. Ici, on fait une mesure. Alors, cette fois-ci, c'est un peu l'inverse de la méthode au passage, puisqu'on va faire une mesure, on va se placer sur le véhicule avec des microphones placés très proches de la roue, à 3 emplacements, 2 ou 3 emplacements, et on va vraiment mesurer directement ce qui est émis par le contact de chaussée. Donc, et ensuite, on fait un moyennage des niveaux sonores et on recale à une vitesse de référence, et ceci, tous des pas de temps de distance, donc tous les 20 mètres, sur une section à la vitesse de référence. Donc l'avantage, on a le niveau moyen en continu, et on fait ça aussi des mesures spectrales dans ce cas-là. Alors ici, ça demande un véhicule instrumenté, hein, donc vraiment dédié ici. On a le point positif, on a des facilités en milieu urbain, puisque c'est un véhicule en fait standard. On peut se glisser aussi dans les véhicules du flot. Et en point négatif, on peut avoir une trace sonore en fait, de la caisse du véhicule. Donc, et on a une limitation aussi dans l'emploi des pneumatiques, puisque certains pneus, s'ils n'ont pas été homologués en fait, pour être conduits sur le véhicule qu'on utilise, d'un point de vue sécurité, ne peuvent pas être montés dessus. Alors, il y a un autre type de mesure, de dispositif, en fait, qui est une remorque. C'est le même principe, hein, sauf que là, la mesure est déportée du véhicule sur une remorque. Alors, les points positifs, c'est qu'on est moins soumis au bruit dû au véhicule. Et on peut aussi monter dessus des pneus de référence, comme les pneus SRTT et d'autres pneumatiques. Donc, on est moins dépendant en fait, de l'homologation par rapport au véhicule. Et alors, par contre, comme c'est beaucoup plus encombrant en termes de largeur et de longueur, c'est moins pratique en milieu urbain, si les routes s'il y a des virages, enfin, etc., ou des intersections. Voilà, donc les deux méthodes en fait sont un peu complémentaires, sachant que la mesure est plus propre entre guillemets avec une remorque. Alors toutes ces mesures en fait ont été compilées depuis la fin des années 80. Le travail a été mené dans les années 90 de la montage de la base de données et a mené en fait à une classification en fait en catégorie de revêtement qui a donné donc dans la méthode NMPB 08, donc qui est la méthode réglementaire obligatoire pour les études d'impact. Donc une classification, alors revêtement par revêtement ou alors par grande classe, donc R1, R2, R3, R1 étant les moins bruyants et puis R3 les plus bruyants. Et juste pour indiquer aussi qu'on a mis en ligne, alors c'est plus récent, c'est depuis cet été, en fait un libre accès à cette base de données en ligne, donc dans l'application qui s'appelle BD Echo, à ce lien-là, donc vous pouvez aller dessus et jouer avec tous les paramètres, par exemple choisir le type de méthode. Est-ce que c'est VIVM, CPX? Choisir surtout, comparer les revêtements les uns avec les autres, et également soit DVL, soit DPL, etc. Il y a un peu tous les paramètres d'influence, et ça va vous produire ce type de graphe à gauche, et qui figure aussi dans le guide de l'IDRIM. Par contre, le guide, évidemment, ayant une date figée dans le temps, ici, vous aurez au moins à la fin de chaque année, en fait, comme la base est alimentée au fil de l'eau, vous aurez vraiment en temps réel, on va dire, chaque fin d'année, une base vraiment à jour sur l'évolution un peu des différentes mesures. On peut toutefois s'octroyer, comme pour la séquence précédente, quelques minutes pour les
répondre à des questions qui seraient disponibles dans le chat. J'ai une question, il est marqué « Cette application est accessible à tous » avec un point d'interrogation. Alors, si la question portait sur les deux applications que j'ai montrées, Motor et BD Echo, non. De toute façon, c'est des interfaces en ligne, en fait, sur Internet. Il n'y a pas besoin de créer un compte. Je voulais juste faire une remarque. Il y avait dans le quiz, il y avait une photo à un moment sur la méthode VI, et ça rejoint ce que j'ai indiqué sur les contraintes de la méthode véhicule isolé, où il ne faut pas avoir de réflecteur proche du microphone. C'était pour revenir aussi sur les contraintes de site. Pas d'autres questions ou réactions? Aujourd'hui, l'application de revêtement dit acoustique repose essentiellement sur des produits d'entreprise qui affichent en fait des gains en décibels, mais ce sont en fait des gains théoriques. Et comment en fait dans un appel d'offres, comment jugez-vous un appel d'offres de façon éthique, équitable, et comment réceptionner des travaux avec des méthodes de mesure de bruit de roulement qui sont discutables? Parce qu'effectivement, ça rejoignait une question que je posais en disant quand un gestionnaire veut mettre un enrobé acoustique, est-ce que déjà on peut adapter la formulation? Donc oui, parce que peut-être qu'en fonction du type de route, de la région, il y a un impact. Et comment surtout on vérifie que ce que je sais pas comment on appelle ça, le formulateur d'enrobé, en fait, dans ces diminutions de décibels, on atteint en fait ce qui est affiché dans les performances. Alors, moi, je peux répondre juste sur la question de la mesure, là. Comment est-ce qu'on le vérifie? On peut faire des mesures avant-après. Ça, c'est et alors après, sur la variabilité qu'il peut y avoir, enfin, soit de la formulation, soit de c'est possible qu'elle puisse exister. C'est ce qui est probablement une des causes un peu des grandes variabilités qu'on peut voir, par exemple, sur un enrobé type, enfin, ou une formulation type. Vous pouvez voir ça dans les courbes avec la comparaison des enrobés, du bruit des enrobés. Vous avez des grandes dispersions parfois, ce qui est probablement lié à soit des variabilités de mise en œuvre ou de formulation peut-être. En tous les cas, il faut bien avoir en tête que oui, il y a des revêtements qui sont plus bruyants les uns que les autres, mais il faut quand même regarder aussi dans le détail les ordres de grandeur des variabilités qui existent aussi avant de changer. Donc ça, la base de données, par exemple, donne ces informations. Voilà. Ça veut dire qu'avec un peu de malchance, on pourrait vouloir changer pour quelque chose de moins bruyant, mais avec les marges d'erreur qu'il y a, on pourrait avoir des gains moins importants. Mais on peut ça après le quantifier en mesure, avec les mesures que j'ai, alors soit de la VI, soit du CPX. Là, les différentes méthodes peuvent le faire. Je pense qu'on va répondre à votre question un petit peu plus tard dans le webinaire aussi, là. Enfin, peut-être partiellement, mais oui. En tout cas. Merci. Tout à fait, Jean-Marie, tu as raison de le souligner. Et je vous propose d'ailleurs d'aborder la dernière partie qui va être dédiée au retour d'expérience des maîtres d'ouvrage. Et tout d'abord, il me semble que M. Guillaume Gardet a réussi à se connecter par téléphone. Donc, je vais laisser la parole à M. Guillaume Gardet et puis je vais proposer de diffuser sa présentation, s'il est d'accord. Donc, Guillaume Gardet, je suis le directeur général des services techniques de la ville de Levallois. Donc, sur la ville de Levallois, on fait des enrobés phoniques, mais je vois qu'on a des problématiques pour les webinaires. Donc, ça, c'est autre chose. Il faudra que j'améliore ça avec la DSI. Donc, pour vous présenter Levallois, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une ville au nord de Paris, très dense. C'est-à-dire que globalement, on est la ville la plus dense d'Europe, donc encore plus dense que Paris. On a aux alentours de 40 km de voirie sur 240 hectares. Donc, vous voyez, c'est un territoire très dense et comprimé, avec des voies perpendiculaires en petit New York. Et donc, c'est vrai que la question du bruit dans cette ville est quand même assez importante au vu de sa configuration. Il y a une vraie volonté du maire Agnès Potier-Dumas et de son adjointe Sophie Deschênes de travailler sur la partie bruit. Donc, on a tout un travail sur la diminution des vitesses de circulation, donc par rapport aux zones 30, puisqu'un des intervenants tout à l'heure indiquait, bien entendu, qu'au-delà d'une certaine vitesse, le bruit du pneu finalement devenait plus important que les bruits moteurs, autour de 30-40 km/h. On travaille aussi sur tout ce qui est développement des pistes cyclables. On
fait aussi d'autres travaux dans tout ce qui est bâtiment scolaire. Donc, on est vraiment très engagé là-dedans, et notamment donc, sur la mise en œuvre d'enrobés phoniques. On a aussi sur la ville donc, à peu près 70 000 habitants, et on a 70 000 personnes qui viennent travailler par jour à peu près sur la ville. Donc, vous voyez qu'on a vraiment un travail sur le bruit à faire de manière importante pour les différents usagers. Donc, depuis 2017, il y a une volonté de la collectivité de développer des enrobés silencieux ou enrobés phoniques avec une stratégie d'un plan pluriel d'investissement où on investit à peu près pour 10-12 000 mètres carrés par an d'enrobés. Ça représente entre 1,5 1,7 km de reprise de chaussée sur le territoire, ce qui n'est pas neutre. Donc, vous le voyez bien comparé aux 37 km de voirie. Donc, développé depuis 2017 donc pour tous les remplacements d'enrobés qu'on peut faire, nous, en tant que maîtrise d'ouvrage. Et aussi, ce que vous voyez sur nos concessionnaires, c'est-à-dire qu'on a imposé dans le cadre du règlement de voirie, notamment dans les annexes du règlement de voirie, des formulations d'enrobés, j'en parlerai après, pour permettre de mettre en œuvre des enrobés silencieux. Là, la carte que vous voyez, on a 2 gros opérateurs en délégation de services publics qui sont là pour passer des réseaux de chaud et Crystalia pour passer des réseaux de froid. C'est à chaque fois des tubes pour le froid qui peuvent aller jusqu'à 35 cm de diamètre, donc x2 pour l'aller-retour, c'est-à-dire que ça fait des tranchées très importantes sur voirie, de l'ordre de 1,50 m à 2 m. Et donc, on impose aussi à nos délégataires de reprendre soit les tranchées donc de 1,50 m, 2 m en enrobé silencieux, soit on en profite si la chaussée est dégradée sur son linéaire, de reprendre de façade à façade. Voilà, donc il y a une vraie volonté aussi avec les délégataires principaux, donc je vous cite le chaud, le froid et notamment RTE. Alors après, Enedis reprend aussi en enrobé silencieux sur les traversées de chaussée, mais on va dire que l'impact, bien entendu, est bien moins important que sur des linéaires et des surfaces beaucoup plus majeures. Donc sur les enrobés silencieux, alors on a commencé à travailler donc, dès 2017 avec des enrobés phoniques en béton bitumineux, c'était plus du 0,10 à l'époque. Une étude qui avait été faite par Bruit Paris sur une rue qui s'appelle la rue Marjolin en 2019, où j'entendais tout à l'heure l'intervenant qui expliquait le positionnement des éléments de mesure pour avoir un état de la chaussée avant-après. Il y a des relevés acoustiques qui ont été faits pendant 1 mois. La station avait été mise en place sur un candélabre. Et globalement, on avait eu un gain de 1,3 jusqu'à 1,6, même 1,7 dBA pour une vitesse de 30 km/h. Voilà. Ce qui était quand même assez important. Et il est vrai que suite à ces travaux sur les enrobés, on a pu avoir des retours positifs des riverains qui nous indiquaient qu'effectivement, quand on intervient sur ce type de process, certains riverains nous indiquaient qu'ils ressentaient quand même qu'il y avait moins de bruit et que la rue était plus calme. À l'époque, cette étude avait indiqué que ce travail équivalait à ce que l'on obtiendrait avec une réduction d'environ 30% du volume du trafic routier. Donc aujourd'hui, on travaille sur des bétons bitumineux silencieux de classe 0,6. Donc on est entre 2 et 6 cm d'épaisseur en fonction des voiries. Alors ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a intégré ces formulations, ces bétons bitumineux silencieux. Là, on est en train de relancer les beaux voiries, donc c'est les entreprises qui interviennent sur le territoire de la ville pour tout ce qui est travaux sur la voirie. Et on a vraiment des lignes du bordereau de prix spécifiques sur ces bétons bitumineux silencieux, soit de 2 à 4 cm, soit de 4 à 6. Donc c'est vraiment une volonté très forte de notre part. L'historique qu'on peut avoir depuis 2017, c'est que finalement, la durée de vie et les déformations des enrobés, des bétons bitumineux silencieux qui ont été posés nous semblent globalement identiques aux enrobés, aux bétons bitumineux classiques. On ne voit pas de déformation plus massive, on ne voit pas d'altération beaucoup plus prononcée. En tout cas, je ne m'en suis pas rendu compte. Donc, il y a tout ce travail mis en œuvre. Et par rapport à la formulation, on demande aussi
au niveau de ces bétons bitumineux silencieux d'avoir une réduction de 3 dBA à 50 km/h. Alors effectivement, il y avait encore une autre intervenante qui posait la question de comment on vérifie ce type de mise en œuvre. Donc nous, on l'a fait en 2019 sur une rue. Ça sera peut-être intéressant de le retravailler peut-être sur une nouvelle rue à un moment donné pour être sûr de l'adéquation de la formulation et du test en labo de la réalité sur terrain. Bien entendu, ces formulations sont travaillées avec texture négative, le rapport de vide, comme vous l'indiquiez tout à l'heure, pour éviter d'avoir l'effet de air pumping et de limiter les émissions de bruit. Le dernier point que je voudrais relever, c'est effectivement l'évolution de nos parcs automobiles, que ce soit le parc automobile de la ville ou le parc automobile des usagers, qui tendent de plus en plus à l'électrique, ce qui fait qu'effectivement, il y aura de moins en moins de véhicules avec un bruit moteur. Donc, ce travail sur la mise en place d'enrobés silencieux devient, je pense, pour les années à venir, encore plus prégnant et encore plus majeur, je pense, dans les formulations aussi, qui devront peut-être être encore plus étudiées pour améliorer encore plus le ressenti. Voilà globalement les quelques éléments que je souhaitais partager avec vous. Merci. Je pense qu'on a eu quasiment l'intégralité du témoignage de M. Gardet. Bien, Pascal et Jean-Marie Vermorel et Pascal Marios, ce sera à vous la parole et je te laisse la parole, Pascal, pour ce dernier volet sur le retour d'expérience des maîtres d'ouvrage. Donc, je vais commencer par me présenter. Moi, je m'appelle Pascal Mariot, je suis responsable du bureau du patrimoine routier et immobilier à la DIR Massif Central. Et donc, mon travail au quotidien, c'est d'être un maître d'ouvrage, tout simplement, un maître d'ouvrage stratégique, qui à la fois orchestre des programmations de travaux et bien évidemment aussi en charge le choix des techniques. Alors, en tant que maître d'ouvrage, une des questions qu'on se pose, je ne dis pas que les techniciens ne se posent pas ces mêmes questions ailleurs, c'est l'argent est rare, il est précieux, et au moment où on veut faire du phonique, il y a deux questions qui viennent, effectivement. La première, c'est est-ce que les enrobés phoniques présentent une fragilité particulière, spécifique? Et puis également, quand on met du phonique, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ces performances, finalement, tiennent dans le temps? Et ça, on va l'aborder, tout ça, dès la diapo suivante. Donc, sur la durabilité des performances des revêtements qui limitent le bruit, est-ce qu'il existe une fragilité? Bon, sur ce point, le guide est d'ailleurs parfaitement transparent. Il n'y a pas de véritable fragilité, mais on peut parler de points de vigilance, par ailleurs, auxquels il faut véritablement faire attention. Alors, on cite quelques fragilités aux hydrocarbures, la sensibilité au choc telle que la lame de déneigement, surtout quand les liants sont non modifiés, ça, on l'a un petit peu abordé au début. Et puis en exploitation, là, je rejoins une question et je vais y répondre en direct. Leur porosité importante, effectivement, impose une adaptation de la viabilité hivernale. Le fait est que ces revêtements qui ont une bonne qualité de drainabilité et donc qui sont parfaits pour l'adhérence dans les périodes estivales, peuvent néanmoins constituer des sortes de puits d'humidité que le gel, le verglas peut mobiliser. Et par ailleurs, cette grande porosité fait aussi qu'il peut y avoir des pertes de fondant, donc on doit adapter la viabilité hivernale sur ces enrobés-là, c'est vrai. Pour ce qui est de leur durée de vie, en vérité, il n'y a pas de problème spécifique, dès lors que, mais ça, j'allais dire, ce n'est pas propre à ces enrobés-là. On est vigilant à quelques primordiaux de la mise en œuvre, à savoir le bon état du support et son étanchéité. Maintenant, sur la slide suivante, on va plutôt s'attaquer au problème de la durabilité des performances de l'enrobé. Alors, on a deux schémas qui montrent assez bien, l'un BBTM et l'autre un BBDR, qui montrent assez bien qu'avec le temps, oui, c'est vrai, la performance d'un enrobé phonique vient baisser. Et là, on a quantifié à peu près 0,8 dB sur un BBTM et 0,5 dB par an, ce qu'on peut perdre de capacité à limiter l'émission de bruit. Simplement, ces résultats bruts méritent d'être comparés aux performances des autres enrobés. Ça, c'est la slide qui suit.
Et donc, du coup, ce qu'on va voir sur la slide suivante, c'est que quand on compare les enrobés diphoniques et ceux qui ne le sont pas, vous avez le schéma ici en noir et en rouge des enrobés non phoniques, et les trois autres sont des enrobés plus ouverts, des drainants. On constate que même si il y a une chute de la performance de l'enrobé phonique, il garde de façon très sensible une qualité meilleure, des performances meilleures que l'enrobé qui n'est pas phonique et qui lui-même, même s'il part pas toujours de très haut, continue en plus à se dégrader. Donc sur la slide suivante, tout simplement, moi je vais aborder les points de conclusion pour garder les éléments forts de mon intervention. C'est que l'amélioration du niveau sonore, elle est manifeste avec le sonique, et quand bien même ses performances baissent, c'est un produit qui reste intéressant comparativement aux enrobés sur lesquels il n'y a pas d'effort fait en matière acoustique. Certes, il y a une vigilance particulière, notamment sur la qualité des supports, mais encore une fois, on ne peut pas dire que ça leur est spécifique, et particulièrement, il faut faire attention à l'étanchéité des supports. Ce sont des revêtements poreux. Une fois qu'on a fait attention à ces conditions de mise en œuvre, encore une fois, on est vigilant sur tout type d'enrobé, il n'y a pas de problème spécifique. Je répète, une vigilance particulière sur la viabilité hivernale. Et puis, ces enrobés, on peut les mettre pour d'autres raisons que la simple acoustique. Effectivement, ils ont d'excellentes qualités de drainabilité, ils ont des bonnes qualités en matière d'adhérence. Et puis, pour conclure finalement là-dessus, en fin de vie, il n'y a pas de contre-indication à leur recyclage, pas plus qu'à d'autres types de produits. Donc voilà, moi sur ce guide, ce chapitre-là, mais pas seulement, ce qui m'intéresse, c'est qu'il s'adresse aussi bien à des maîtres d'ouvrage qui vont faire des chaussées neuves que ceux qui vont gérer l'entretien, et notamment qui auront à prescrire des solutions pour non seulement ne pas dégrader, mais aussi améliorer les situations sur des sections en jeu. Et c'est par la suite que vous saurez comment justement on fait ces prescriptions. Je vous remercie. Donc j'enchaîne partie de Pascal avec la présentation du chapitre 7 qui consiste je vais vous décrire les grands principes de la prise en compte du bruit routier dans les spécifications d'un maître d'ouvrage. Donc tout d'abord, je me présente Jean-Marie Vermorel, donc je suis responsable du patrimoine chaussée pour le groupe SANEF et je suis dans ce groupe de travail au titre de l'ASFA, les sociétés concédées. Donc, comment prendre en compte les spécifications de bruit au sein de la maîtrise d'ouvrage? Donc, le guide décrit deux principales approches. Une première approche qui consiste à imposer des moyens, on impose un type de revêtement. Donc, ce n'est pas l'approche qui est, disons, promue par le guide, c'est plutôt l'approche 2 qu'on va voir juste après. Néanmoins, elle est quand même reprise dans le guide. Donc cette première approche, on peut s'appuyer sur des éléments qui ont déjà été présentés auparavant par mes collègues de groupe, notamment le schéma de gauche où on retrouve les classifications des principales types de principales couches de roulement qu'on peut retrouver dans le référentiel français, donc classé de R1 à R2, R3. Voilà, donc on va demander directement une typologie de couche dont on sait qu'elle est, de par sa constitution, plus performante acoustiquement. Et donc là-dedans, on va retrouver les principales caractéristiques qui ont été décrites précédemment, à savoir des petites granulométries et puis des surfaces relativement ouvertes. On a également, à même titre, le tableau de droite qui présente un peu les mêmes choses, mais sous un format un peu différent. Où on va par exemple retrouver, par rapport à ce que je viens de dire, les bétons bitumineux drainants 0,6, donc petite granulométrie très ouvert en surface, donc qui sont performants acoustiquement. Et puis, à titre autre exemple, les BBTM 0,4 ou 0,6, donc petite granulométrie, que l'on va également pouvoir rechercher directement en spécification de produit. Ça, c'est la première approche. La deuxième approche, donc sur la slide suivante, que tend à promouvoir le guide, c'est plutôt de spécifier une obligation de résultat, c'est-à-dire qu'on impose une valeur chiffrée. On va pas s'intéresser, on va laisser
je dirais, l'opportunité aux entreprises travaux, enfin de proposer un produit qui va répondre à ces spécifications de résultats. Et donc là, on a 2 sous-catégories, je dirais, qui correspondent à 2 typologies de travaux, hein, et plutôt les travaux, enfin, première typologie, les travaux d'entretien de patrimoine. Donc on va pouvoir comparer un avant-après. Et puis, deuxième typologie, plutôt des travaux neufs, où on va imposer directement un niveau sonore à obtenir. Donc ce sont les 2 composantes de cette approche de soit un delta finalement, un delta avant-après, soit une valeur absolue. Donc ce que je viens de vous dire, c'est résumé dans le tableau qui est affiché à l'écran, et qui fait partie du guide. Donc on retrouve dans la dernière colonne, la première approche, savoir, spécifier un type de revêtement. On sait que voilà, j'impose par exemple un BBTM 06 classe 2. Je sais que de base, il va, m'offrir des caractéristiques acoustiques plutôt bonnes, sans pour autant, savoir exactement, le chiffrer. Donc c'est pas ce qui est, disons, mis en avant dans notre guide. Ce qui est plutôt mis en avant, ce sont les colonnes, les 3 premières colonnes, qui consistent à, mettre des exigences de chiffrées. Donc la première colonne, on a un delta avant-après avec, par exemple, des valeurs chiffrées, hein. On va chercher à obtenir 4 à 6 dBA de moins. Ou bien des valeurs en niveau absolu, et tout ça, ça passe par les 2 principales méthodes de mesure qui vous ont été décrites auparavant, soit la méthode CPX, donc mesure en champ proche que l'on voit sur la photo d'en haut, ou bien mesure au passage que l'on voit sur la photo du bas. Voilà, et je termine donc sur la slide suivante, sans rentrer dans le détail, mais juste pour vous mentionner que le guide, donne des exemples, de rédaction de spécifications. Plus ou moins des éléments clés en main, qui peuvent être reprises dans des CCTP. J'en ai terminé pour ma partie. Donc, on va s'octroyer 1 ou 2 questions. J'en vois une pour ma part, si tu veux. C'est les mécanismes de perte des performances des enrobés. Et on peut citer, à titre d'exemple, parfois le colmatage, par exemple, puisque là, on était sur mathématiques. L'encrassement un peu de ces enrobés qui constituent notamment une des pertes. Tout à fait. En fait, il faut relier cette question-là à l'explication des phénomènes qui a été décrite par Simon et par Benoît en début d'exposé, où les principaux moteurs d'abaissement du bruit, ce sont la porosité et la texture. Dès lors qu'on fait vieillir ces paramètres-là, on fait évoluer et on fait perdre progressivement la performance à tout type de revêtement. Il y avait une question également sur le décolmatage. Est-ce qu'il faut procéder à un décolmatage régulier et à quelle fréquence? Donc, enfin, les expériences de décolmatage qu'on a ne permettent malheureusement pas de restaurer les propriétés initiales des enrobés. À ma connaissance, hein. Je ne sais pas si mes collègues veulent compléter ça. Je n'ai pas d'expertise sur le sujet. Eh bien, s'il n'y a pas de dernière question, je vais reprendre le fil de la dernière séquence de la présentation. C'est le moment sur cette page de lien utile pour retrouver à la fois l'intégralité du guide bruit, mais aussi les outils qui vous ont été présentés durant la présentation, de faire une capture d'écran si vous ne l'avez pas déjà fait. Le moment aussi de revenir à remercier tous les présentateurs, Monsieur Guillaume Gardet de la ville de Levallois-Perret, David Descotières du CEREMA, Jean Dubois de l'IDRIM, et puis certains membres du sous-groupe bruit du GNCDF, Arnaud Fézère du CEREMA, Benoît Bouvray-Colas, moi-même Bertrand Poutot de Vinci Construction, Carlos Ribeiro de Bruit Parif, Fabienne Anfosolédé de l'Université Gustave Eiffel, Jean-Marie Vermorel de SNF, Pascal Mariot de la DIR Massif Central et Simon Platel d'EFAGE. La conclusion sera alors pas forcément rapide puisqu'on va s'octroyer les quelques
les quelques minutes nécessaires aux réponses pour que chacun puisse placer ses commentaires ou ses questions ou ses suggestions dans le dernier sondage que tu partages avec nous, Arnaud. En tout cas, on a pris le challenge l'année passée de programmer un webinaire d'échange qui puisse vous présenter à vous, la communauté routière, une version des clés de lecture pour découvrir le guide bruit, guide qui a été diffusé, rédigé en 2020, mais comme Fabienne le mentionnait, le taux de pénétration l'utilisation des solutions phoniques dans les marchés soulevait des questions et le guide étant complet, peut-être était-ce une montagne à gravir pour certains. Donc, on a souhaité vous proposer ces clés de lecture pour finalement vous laisser comprendre que les différents chapitres du guide répondent à des préoccupations qui sont vos préoccupations ponctuellement, qui peuvent être différentes des uns des autres, et puis qui traitent vraiment de tous les aspects. C'est vraiment une révolution, un tour à 360 degrés de la lecture du guide qu'on vous a proposé aujourd'hui. Donc, pour cela, déjà, je vous remercie d'être venus nombreux globalement à cette journée d'échange et de présentation. Je remercie tout particulièrement tous les acteurs qui ont permis la préparation de cette présentation et puis la réalisation de cette présentation qui s'est passée sans trop d'écueils majeurs. Donc, on peut en être globalement assez satisfait. Présentation qui pourra, je l'espère, donner des suites puisqu'on prendra le soin de reprendre vos commentaires, vos observations et vos questions pour nourrir les échanges du GNCDS sous-groupe RUI qui se tiennent régulièrement entre experts et pour lesquels nous acceptons volontiers de nouveaux participants si vous avez l'âme de rejoindre ces instances. En tout cas, un grand merci pour votre participation et votre présence ce jour pour ce webinaire. Ben moi, merci à tous les participants, merci pour vos questions aussi qui nous font évoluer. Et merci pour votre participation nombreuse. Alors, on n'a pas forcément pu répondre à toutes les questions. C'est vrai que, par exemple, les spécificités du climat outre-mer, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de retours d'expérience. Mais voilà, d'avoir des participations dans le groupe, elles seraient bienvenues. Nous n'avons pas de représentants des conseils départementaux dans le sous-groupe. Nous serions ravis d'en avoir. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si ça vous intéresse de participer aux travaux du sous-groupe. Voilà, merci à tous.